Je viens de lancer la VOD du Tech Talk. Tous ceux qui sont sur le live, vous pouvez dire bonjour à YouTube, pendant que moi je vais vous parler un petit peu des news qu'on va aborder cette semaine. Je vais vous faire un petit résumé, un petit sommaire. On va commencer par parler du OnePlus 7 et des dernières fuites qu'on a à son rencontre. On va ensuite parler d'NVIDIA, G-Sync et FreeSync, notamment NVIDIA qui agrandit sa liste d'écrans compatibles. On va ensuite parler des GTX 1650 et peut-être de la 1650 Ti. On va ensuite parler d'AMD et de Ryzen, notamment les prochains APU de la génération 3 de chez AMD pointent le bout de leur nez. On a quelques infos. On va ensuite parler de Ryzen 3, mais cette fois-ci architecture Zen 2, donc pas les APU, les vrais processeurs. Ensuite, contre toute attente, je pense que vous allez être extrêmement surpris de cette news. On va parler d'une faille de sécurité qui a touché, je vous laisse deviner qui, Facebook, bien évidemment. Qui d'autre a des failles de sécurité toutes les 3 semaines et revient dans toutes les news toutes les 3 semaines parce qu'ils ont des failles toujours et encore. On va ensuite parler un petit peu console, Nintendo Switch, Xbox et potentiellement PlayStation 5, excusez-moi. Et ensuite, on va également parler aussi d'Ubisoft, de Nvidia encore, etc. Deux, trois petites autres news. Voilà. On va commencer avec la première news qui concerne le OnePlus 7. Qu'est-ce qu'on sait sur le OnePlus 7 ? Premièrement, qui viendra en 3 éditions différentes. On aura 3 variantes du OnePlus 7 qui seront révélées par la firme OnePlus. On aura le OnePlus 7 standard, le OnePlus 7 Pro et un modèle qui supportera la 5G qui sera le OnePlus 7 Pro 5G. Ils se font pas trop chier sur les noms. Bon, les nouvelles news concernent surtout l'écran qui aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc on est au-dessus de ce qui se fait actuellement sur la plupart des smartphones qui sont sur du 60 Hz. On est un peu en deçà des smartphones gaming comme le Razer Phone ou l'Asus Gaming Phone, je sais pas c'est quoi son nom là, qui ont des taux de rafraîchissement à 120 et 144 Hz. Mais 90 Hz, je pense que c'est un bon petit compromis pour un téléphone. Ça va rajouter un petit peu de fluidité au niveau des animations, etc., de la navigation, sans forcément coûter un bras pour avoir un écran qui soit à 120 Hz. Également, afin d'économiser un petit peu la batterie, parce que qui dit fréquence de rafraîchissement plus élevée dit que le téléphone et les processeurs du téléphone vont travailler plus fort pour sortir 90 images sur cet écran à 90 Hz. Donc pour économiser un peu de batterie, apparemment le modèle notamment du OnePlus 7 standard, aura une luminosité maximum un petit peu en deçà de ce qu'a le OnePlus 6T à l'heure actuelle, histoire d'économiser un peu de batterie. Taux de rafraîchissement un petit peu plus haut, mais luminosité max un petit peu plus basse. D'ailleurs, l'écran du OnePlus 7 standard sera un écran qui ne sera pas incurvé sur les côtés, donc qui sera juste un écran non courbé, alors qu'on s'attend à ce que le OnePlus 7 Pro et Pro 5G aient des écrans qui soient incurvés sur les côtés, comme le Samsung S9 ou S10. Voilà. Également, il semblerait que la version standard vienne encore avec une petite encoche pour la caméra frontale, alors que la version Pro n'aurait pas du tout d'encoche, ça serait juste genre un écran quasiment borderless, et avec une caméra selfie qui viendrait en pop-up, donc qui serait genre un slider sur le côté du téléphone ou sur le haut du téléphone. Donc en gros, la caméra frontale serait comme motorisée et sortirait du téléphone pour prendre un selfie, puis rentrerait dans le téléphone sur la version OnePlus, sur la version Pro, donc sur le OnePlus 7 Pro et Pro 5G. Également au niveau des appareils photo, les premières rumeurs indiquaient qu'il y aurait potentiellement 3 caméras arrière, sauf que apparemment c'est pas ça, ils n'ont pas gardé ce design là, mais ils se basent plutôt sur 2 caméras à l'arrière, une de 48 mégapixels et une deuxième de 24 mégapixels. Et oui, effectivement, c'est le ROG Phone pour celui de chez Asus. Donc 2
deux puces à l'arrière, deux caméras à l'arrière, une de 48 et une de 24 millions de mégapixels. Ça fait beaucoup de pixels. Donc on espère que au niveau des photos, ce OnePlus 7 pourra peut-être se distinguer du S10, de l'iPhone XR, etc., du Google Pixel 3, grâce à ces deux capteurs. Bon, à part ça, pas trop d'autres news. On ne sait pas le prix encore à l'heure actuelle, mais on peut s'attendre que le prix soit également un petit peu plus élevé que le OnePlus 6T, notamment parce qu'ils vont proposer un petit peu un meilleur écran, une caméra qui est meilleure, etc., etc. Bon, on va passer sur la news qui concerne Nvidia. Nvidia, vous le savez, a étendu le support de G-Sync à des écrans FreeSync, donc à la technologie libre de droit, libre de marché d'AMD. Et en gros, certains écrans FreeSync peuvent être compatibles G-Sync s'ils répondent à certains critères, etc. Donc Nvidia a fait une liste d'écrans qu'ils ont jugés compatibles et qui sont nativement compatibles, mais n'importe quel écran FreeSync peut marcher avec G-Sync, donc avec une carte Nvidia. Mais s'ils ne sont pas certifiés par Nvidia, ça peut plus ou moins bien marcher. Donc il y en a, ça marche très bien, il y en a, ça marche un peu moins bien, il y en a, ça marche pas à 144 Hz, ça marche à 120, etc., etc. Bon, Nvidia a ajouté d'autres écrans à cette liste officielle de compatibilité qui concerne 7 écrans, donc beaucoup d'écrans Acer, un écran Asus et un écran, le nouvel écran Aorus qui va sortir, un écran LG. Donc on est à chaque fois sur des écrans donc 27 ou 24 pouces en 1080p, donc le Acer KG27.1, 1080p, 27 pouces, 75 Hz de taux de rafraîchissement. Donc ça c'est un écran FreeSync. Un deuxième Acer, un écran 24 pouces à 144 Hz en 1080p. Et bien sûr, pour utiliser G-Sync avec un écran FreeSync, il faut par contre obligatoirement passer par du DisplayPort. Un autre écran Acer en 144 Hz, mais cette fois-ci en 27 pouces, le XF270BH. Et ensuite, on a un écran AOPEN, j'ai aucune idée de cette marque, jamais entendu parler, 1080p 144 Hz, un écran Asus 24 pouces 1080p, je pense, 165 Hz, donc ça c'est un très bon écran. Je pense que c'est un des meilleurs écrans 1080p 165 Hz qui existe en 24 pouces. Et ensuite sur le nouvel écran également Aorus, cette fois-ci on est sur du 1440p 27 pouces avec de HDR et avec du 144 Hz qui lui aussi maintenant est compatible G-Sync. Et le dernier c'est un écran LG 240 Hz. Quand même, 240 Hz. Et je pense que lui, c'est du 1080p également. Bon, donc ça ajoute un petit peu quelques écrans à la liste des écrans complètement approuvés par Nvidia au niveau de la compatibilité G-Sync pour ces écrans FreeSync. Donc quand même, en rajoutant 7 écrans, ils ont quasiment augmenté de 41% le nombre d'écrans sur la liste, parce qu'il y en avait comme 11 ou 12 à la base. Voire, non, peut-être un peu plus. Je pense qu'il y en avait 15 ou 16 à la base, peut-être 20, entre 15 et 20. Ils en rajoutent 7, ça fait quand même une bonne augmentation. Et ils ont dit qu'ils allaient continuer à en ajouter. Uniquement avec Windows 10 aussi pour la compatibilité, effectivement. DisplayPort Windows 10. Bon, on va parler de la GTX 1650 qui a fuité. Donc il nous manquait des informations la semaine dernière, notamment les fréquences, notamment le nombre exact de CUDA core, etc., etc. Il nous manquait 2-3 informations. On avait des spéculations parce qu'on connaissait le chipset graphique sur lequel était basée la carte, mais on ne savait pas exactement parce que on savait que ça allait être une version un petit peu atrophiée de ce chipset graphique, parce qu'à chaque fois qu'il y a un chipset graphique, ils peuvent couper genre une partie du chipset pour la désactiver et seulement activer une partie du chipset. C'est comme ça que par exemple ils font 2 cartes graphiques différentes avec le même chipset de base. Il y en a une qui est par exemple les 3 quarts du chipset activé et la version plus haut de gamme qui a l'entièreté du chipset activé. Bon, donc on avait quelques incertitudes. Il y a un mec de chez Amazon qui, à mon avis, a appuyé sur le mauvais bouton, très clairement,
Et les cartes se sont retrouvées en vente, ou en tout cas 2 des cartes se sont retrouvées en vente, les modèles de chez EVGA sur Amazon France. Donc c'est un mec de chez Amazon France, en tout cas, qui bosse sur l'infrastructure française d'Amazon, qui a cliqué sur le mauvais bouton et les 2 cartes se sont retrouvées en vente, comme vous pouvez le voir ici. La EVGA GTX 1650 XC Ultra Gaming avec 4 Go de GDDR5. Il y a même une backplate à l'arrière, ce qui est assez peu courant pour une carte entrée de gamme d'avoir une backplate. Et là, GTX X C Ultra Black Gaming, mais la version, je pense que celle-là est un petit peu moins overclockée que celle du haut, d'où le prix de 10 balles moins cher. Bon, ce qu'on sait, c'est que effectivement, il y aura 896 d'accord. Donc on avait le choix entre 896 et 1024, bah du coup ça sera 896, vu que c'est basé sur le TU 117. On a 128 cœurs de plus que la 1050 Ti actuelle, qui est la carte qu'elle est censée venir remplacer. Donc la 1650 vient remplacer la 1050 Ti en apportant un peu plus de performance. On a 4 Go de GDDR5, un bus de 128 bits. La mémoire tourne à 8000 MHz. On sait également qu'on a 56 texture mapping unit et 32 render output unit, qui est un tout petit peu moins que la GTX 1660 qui est sortie début avril ou mi-mars, je ne sais plus exactement. On sait également le prix du coup, qui est censé commencer à 150 €, mais on a vu que les deux premiers modèles de chez EVGA qui allaient sortir étaient plus autour des 180-190 €, parce que bon, c'est 150 $. Donc la conversion a beau être en faveur de l'euro, les taxes sont en défaveur de l'euro. Donc à chaque fois, on se retrouve avec des prix plus chers que ce qui est annoncé en dollars US. Voilà, tu annonces un prix à 150 $ US, au lieu de retrouver ça à 140 € quand tu fais une conversion standard, non, tu retrouves ça à 170 € parce qu'il y a les taxes, etc., etc. Bref, également, ce qu'on a pu apercevoir maintenant, c'est la petite GeForce GTX 1650 Ti. Donc il semblerait qu'en plus de la GTX 1650, on va avoir une variante TI qui va sortir, qui utilisera aussi le même chipset, donc le TU 117. Mais cette fois-ci, il y a de bonnes chances qu'elle utilise le chipset au complet. Donc en gros, la 1650 utilise le chipset avec une partie désactivée et la 1650 Ti utilise le chipset au complet, qui elle du coup aura les 1024 Q d'accord très certainement, un petit peu plus de texture unit, le même nombre de render output unit et certainement le même nombre de mémoire vidéo, la même interface et la même fréquence au niveau de la mémoire vidéo. Mais par contre un prix un petit peu plus élevé puisqu'on serait 30 € plus cher. Voilà. On a également les premiers modèles de GTX 1650 qui ont leaké un petit peu, notamment chez Asus. On a toute la gamme qui a été dévoilée, des cartes Asus 1650 avec les Rockstrix, la Dual, je ne sais plus laquelle. Il y a également une carte de chez Zotac qui ressemble à ça, de chez Gainward, etc., de chez Palit également. Toutes quasiment les 1650 qu'on voit qui sont les moins chères, donc sont des versions avec un seul ventilateur et sont des versions single slot, comme vous pouvez le voir ici par exemple. Tout ça là, c'est du single slot, ça prend juste un bracket PCIe à l'arrière de votre PC. Les cartes de chez Asus vont techniquement avoir 2 ventilateurs pour la plupart, donc un meilleur refroidissement, et souvent vont être des dual slots. Certaines vont être des single slots, mais certaines vont être des dual slots. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui se fait sur la 1050 Ti ou sur la 1050. En même temps, les mecs se cassent pas la tête, les constructeurs, ils vont pas se faire chier à réinventer la roue chaque fois qu'il y a une carte graphique qui sort. Ça reprend la suite de la 1050 Ti, ils reprennent un peu les mêmes designs, ils les remettent au goût du jour, et basta. Voilà. C'est pas une carte qui chauffe extrêmement. Donc voilà. Par exemple, si je vous montre, c'est pas ça que je voulais voir. C'était c'était celle-là. Si je vous montre un petit peu les versions de chez Asus,
Par exemple, on a une version un petit peu plus turbine, une version avec 2 ventilos, et tout ça, c'est toutes les versions qui vont sortir pour la GTX 1650 Ti de chez Asus. La Dual Advance, la Dual Overclock, la Strix Gaming, Strix Advance Gaming, Gaming Overclock. Donc tout ça, grosso modo, c'est quasiment le même design, par 3. Celle-là, c'est la version standard, celle-là, c'est la version un petit peu overclockée, et celle-là, c'est la version encore plus overclockée. Asus TUF et Asus Phoenix Gaming Overclock, et une version low profile qui sera certainement une version avec un seul ventilateur et en single slot sur le PCI Express. Voilà. Bon. Dire qu'il faudra écouler tous les stocks. Ça fait beaucoup de variantes de la même carte. Mais en même temps, la 1050 Ti comme la 750 Ti sont des cartes qui sont vraiment beaucoup vendues au final. Et je pense que Nvidia s'attend à la même chose pour la 1650, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... merci à Chucky qui hoste le stream. Il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes plutôt entrée de gamme plutôt que des cartes haut de gamme. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un très grand choix dans les cartes entrée de gamme. Bon, et donc j'en parlais. L'apparition d'une GTX 1650. Regardez ça. Ça a été notamment spoté sur le site de l'EEC, qui est en gros un site qui référence les marques, etc. Donc chaque fois qu'une marque sort quelque chose, il doit faire un enregistrement et une déclaration sur ce site-là. Et en gros, Asus, dans une des déclarations qu'ils ont fait auprès de l'EEC, donc il y avait toute une liste de cartes graphiques, comme vous voyez ici, là, toute une énorme liste avec plein de références, etc. Ils ont caché des petites références à des GTX 1650 Ti au milieu de tout ce paquet de références-là, en se disant ça va peut-être passer inaperçu. Donc au milieu des GTX 1650, des RTX 2070, 2080, eh bien il y avait des petites mentions à des GTX 1650 ROG Strix, 1650 Ti ROG Strix, 1650 Ti TUF Edition, 1650 Ti Dual Series Edition, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'il va y avoir une variante Ti de la GTX 1650. C'est prévu avec un petit peu plus de cul d'accord, etc. etc. Bon. On va passer sur de l'AMD. AMD. Vous allez voir AMD qui fait des choses plutôt intéressantes, bien évidemment, comme toujours. Hein. AMD font toujours des trucs assez intéressants. Notamment avec leurs APU. AMD est très fort sur les APU. Les Ryzen 5 2200G et 2400G ont été plutôt bien accueillis, fonctionnaient plutôt bien. Vous aviez une puce Ryzen de deuxième génération qui tournait de pair avec un APU avec un chipset graphique Vega 10 ou Vega 11, et ça offrait plutôt des bonnes performances pour du gaming en 1080p, pour des jeux assez peu gourmands, etc. Donc évidemment, ils vont continuer à sortir ces APU avec la série Ryzen 3. Donc on sait que on va avoir du 3200G et du 3400G. Ce qu'on ne savait pas trop, c'est ce qu'il allait avoir dedans. Il semblerait que le Ryzen 3 3200G a un peu fait parler de lui. C'est la version Picasso. Donc, il aura un CPU sur l'architecture Zen+, donc gravé en 12 nanomètres. Donc, étonnamment, ça va pas être du Zen 2, ça va pas être la nouvelle architecture qui va être sur tous les autres processeurs Ryzen 3000. Non, ça va pas être du Zen 2, ça va être encore du Zen+, ce qui correspond à Ryzen 2000, donc la deuxième génération des processeurs Ryzen. Donc il va y avoir un processeur Zen+ gravé en 12 nanomètres dans ce petit APU, et un GPU basé sur Vega encore une fois. Donc ça devrait offrir toujours plus de performance que le 2200G et le 2400G bien évidemment, parce que notamment ils ont boosté un petit peu, ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'ils ont boosté les fréquences de cette version 3200G et du processeur Zen+ qui est à l'intérieur, qui va offrir une fréquence de base à 3.6 et une fréquence boostée à 3.9, ce qui est un petit peu plus élevé.
Et également, par contre, il y a moyen qu'on reste sur du 4 cœurs physiques, 4 fils de calcul, et sur un processeur graphique qui est aussi 512 cœurs. Donc ce qui est à peu près la même chose qu'il y avait dans le 2200G, donc dans l'APU 2200G. Par contre, on a à chaque fois des fréquences plus élevées au niveau du pros et plus élevées au niveau du processeur graphique. Donc un peu plus de performance au niveau de cette APU. En gros, il semblerait aussi que les versions G, donc le Ryzen 3 3200 et le Ryzen 5 3400G, vont potentiellement sortir avant le reste de la série 3000. C'est pour ça aussi que c'est gravé que ça se base sur du Zen Plus et pas du Zen 2, gravé en 12 nanomètres et pas en 7 nanomètres, parce qu'ils vont les sortir certainement un petit peu avant, et qu'il ne vaudrait pas du coup que ça gâche un petit peu l'attente et la hype qu'il y a sur les Ryzen série 3000. Donc pour voir un APU avec la nouvelle architecture gravée en 7 nanomètres, il faudra encore attendre la série d'après, qui sera les Ryzen 4200G, 4400G, donc la série 4, sur lequel il y aura certainement un processeur gravé en 7 nanomètres avec l'architecture Zen 2, et certainement l'APU cette fois-ci changera de Vega à Navi. Donc, mais ça nous fait encore attendre au niveau des APU, attendre quoi, 7 à 8 mois de plus, voire peut-être un an au maximum de plus, pour voir l'arrivée de ces 4200G et 4400G. Mais j'attends quand même ces petits APU de la série 3000, parce que même si on reste sur du Zen+, donc 12 nanomètres, et sur du Vega, en augmentant les fréquences, ça va offrir toujours un peu plus de performance, et c'est des APU qui sont très très bons. Bon, on va revenir à Ryzen encore, on va rester sur Ryzen plutôt, et on va parler de la compatibilité de Zen 2 sur les cartes mères en chipset 350, 320, 370, 420, 450, etc. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est qu'AMD a dit oui, les processeurs Ryzen 3000 nouvelle génération seront rétrocompatibles avec toutes les cartes mères qu'on a sorties avant. Donc avec tout le socket AM4, tous les chipsets seront compatibles avec les nouveaux processeurs, même les chipsets de première génération, à savoir les B350, A320 et X370. Bon, il y a un petit utilisateur sur Reddit, sur le forum de MSI, qui possède une X370 et qui a demandé au support sur Reddit s'il y avait un BIOS, ou plutôt un BIOS UEFI, qui allait être publié afin de supporter les futurs processeurs. La réponse du mec qui était en charge de la page à ce moment-là du support MSI a dit non, il n'y aura pas de BIOS qui vont ajouter le support pour les futurs processeurs. MSI ne le fera pas et il rajoute que ce n'est prévu que pour les cartes mères X470 et B450. Évidemment, le mec en a parlé sur Reddit et Reddit s'est enflammé. Évidemment, parce qu'AMD a dit oui, ça sera rétrocompatible. Alors vous imaginez bien que quand un mec de MSI dit non, ce sera pas compatible. Donc ce que je disais, c'est que du coup Reddit s'est enflammé, mais MSI a réagi hyper rapidement, vraiment très très rapidement, en envoyant un communiqué. Donc en disant oui, ne vous inquiétez pas, Zen 2 sera bien supporté par les cartes et les gammes de chipset 400, mais aussi 300. Donc forcément, il fallait qu'ils communiquent directement là-dessus en disant genre non mais en gros ce qu'ils ont dit c'est non mais le mec qui a parlé il n'était pas vraiment au courant, je pense qu'il a mal compris la question, c'est un mec du marketing et pas du support technique, etc. On vous assure qu'on travaille d'arrache-pied et que normalement Zen 2 sera supporté par les chipsets 400 mais aussi par les anciens chipsets 300. Bon, il y a également Asus aussi qui a fait parler un peu de lui. Le seul truc qui pourrait poser problème, notamment pour la rétrocompatibilité, c'est la taille de la puce du BIOS et la capacité de mémoire qu'elle embarque. C'est-à-dire que le BIOS, forcément, le BIOS, c'est le micro logiciel qui est embarqué sur une carte mère. Il faut forcément que ce logiciel soit stocké quelque part. Donc il est stocké sur la puce du BIOS. Et la puce du BIOS, c'est comme n'importe quel composant électronique qui va stocker quelque chose, il y a une taille.
Donc avant, les puces du BIOS faisaient 4-5 MO il y a quelques années. Maintenant, on est sur des puces qui font 16 MB, histoire d'avoir un BIOS qui prenne plus de place, parce que tout se complexifie, donc forcément les programmes prennent plus de place aussi. Les chipsets de la série 300 ont des puces de BIOS qui font 16 MB. Les chipsets de la série 400 ont des BIOS qui font 32 MB, et il semblerait que les chipsets de la série future 500 aient des piles de BIOS qui fassent 64 MB. Donc au niveau de la taille, c'est un des seuls trucs qui pourrait poser souci au niveau de la rétrocompatibilité, que en gros le support de Ryzen 3 et la mise à jour des BIOS, etc. machin, que le nouveau BIOS prenne trop de place sur les chipsets 300, vu qu'il n'y a que 16 MB. Mais à mon avis, c'est pas le cas. À mon avis, ça sera pas le cas. Par contre, il y a un truc très important à ne pas oublier, c'est que les chipsets A320, elles, ne supporteront pas Zen 2. Il y a également Asus qui a fait parler de lui sur ce point-là, puisque une autre personne a posé également la question au support d'Asus, en disant blabla, est-ce que ma carte mère sera compatible avec Ryzen 3000, tout ça. La réponse d'Asus a été, faite par un technicien cette fois-ci, très cher monsieur ou madame, merci pour votre requête. Le socket est adapté, mais le chipset ne le supporte pas. Mais plus cordialement, le support division d'Asus. Et c'était au sujet de la carte mère B350 Prime Plus. En gros, le mec a demandé s'il y aura un BIOS qui serait disponible pour supporter la future génération des processeurs Ryzen. Sachant que le BIOS qui est sorti, le dernier BIOS qui est sorti pour cette carte mère, c'est celui-là. Et il est noté qu'il est censé supporter les processeurs futurs. Donc on s'attendrait à ce que par processeur futur, ils disent Ryzen 3000. Mais il se peut qu'il y ait eu un peu un micmac aussi également, et que par processeur futur, en fait, Asus sous-entend que c'est les processeurs 3200G et 3400G, donc les APU qui vont sortir avant les Ryzen 3000, et que ce BIOS-là soit pour ces deux processeurs-là, et pas pour le reste des Ryzen 3000. Ce qui veut dire que le technicien dirait, non, pour l'instant, il n'y a pas de BIOS qui est disponible pour supporter les Ryzen 3000 normaux. Pour l'instant, le BIOS qui est disponible, c'est pour supporter les 3200 et 3400. Donc il se peut que ce soit un petit micmac comme ça qui soit arrivé, et que ce soit une mécompréhension au niveau du BIOS actuel qui est déployé pour cette carte mère-là et pour les autres cartes mères Asus, dans le terme pour les processeurs futurs. Que les processeurs futurs, ce ne soient pas forcément les séries 3000 de chez Ryzen, autres que les deux APU. En même temps, ça serait bizarre que Asus commence dès maintenant à sortir les BIOS, alors que les Ryzen 3000 vont sortir dans 2 mois. Je veux dire, ça serait vraiment sortir des BIOS vachement en avance. Donc, à mon avis, c'est une mécompréhension et un micmac entre le mec qui a posé la question et le mec du support technique. Parce que Asus aussi est censé offrir le support pour les Ryzen 3000 sur les chipsets 300 et 400. Voilà. Donc ne vous en faites pas. À mon avis, il n'y aura pas de souci. On va continuer ces news en parlant de Facebook. Facebook déclare qu'il a non intentionnellement uploadé les contacts, les emails et les contacts de 1,5 million de personnes sans leur consentement. En gros, ils ont uploadé tous les contacts email, donc tous les emails, etc., et les personnes et les adresses de contact de 1,5 million de personnes sans leur consentement. Donc en gros, la news a refait surface lorsque un chercheur en sécurité s'était rendu compte que maintenant Facebook pouvait demander à certains utilisateurs d'entrer leur mot de passe de compte email quand ils essayaient de s'inscrire avec un nouveau compte sur Facebook. En gros, quand tu essayais de créer un nouveau compte sur Facebook,
dans le processus de vérification d'identité que Facebook a mis en place, eh bien, tu dois rentrer ton email, etc., machin. Eh bien, Facebook te demandait, en plus de ton email, de ton potentiel nom, de ton âge et tout, il demandait le mot de passe de ton adresse mail. Pas le mot de passe que tu veux utiliser sur Facebook, non, le mot de passe de l'adresse mail que tu utilises pour créer ton compte Facebook. Ce qui est assez bizarre. Pourquoi Facebook voudrait mon mot de passe d'adresse mail? Bref, le chercheur s'est posé 2-3 questions, etc. Et en fait, si tu mets ce mot de passe, parce que tu n'es pas obligé, je pense que normalement tu peux skip, tu peux dire non, je ne veux pas mettre mon mot de passe. Mais si tu mets le mot de passe de ton adresse mail, apparemment il y a un message, une pop-up qui apparaît et qui dit on va maintenant importer vos contacts. Alors qu'il te demande absolument pas si tu veux importer tes contacts ou pas. Mais si par mégarde, tu mets ton mot de passe d'adresse mail, ce que tu ne devrais pas faire, vraiment pas du tout, eh bien Facebook se dit il a mis son mot de passe d'adresse mail, on va importer toute sa liste de contacts depuis sa boîte mail. Parce que du coup, maintenant ils peuvent accéder à ta boîte mail et ils se disent on va importer toute ta liste de contacts et ils ne demandent pas ton avis. Et c'est comme ça que Facebook a réussi à récupérer toutes les listes de contacts et toutes les adresses email dans ces listes de contacts-là de 1,5 million d'utilisateurs. Donc c'est une pratique qui apparemment continue et a commencé depuis mai 2016. Notamment parce qu'ils offraient la possibilité de vérifier son compte en utilisant l'adresse mail et le mot de passe de son adresse mail. Et du coup, ça uploadait votre liste de contacts. Facebook a dit qu'il n'avait pas accès et qu'il n'avait absolument pas uploadé le contenu des emails et de la boîte mail, qu'ils avaient vraiment juste récupéré les listes de contacts et rien d'autre. Sauf que, voilà, c'est quand même un peu casse-couille, quoi. Je veux dire, tu ne me demandes pas mon avis, tu prends mes listes de contacts, tout ça. Toujours, Facebook. Les meilleures pratiques, toujours. On le dira, Facebook, les meilleures pratiques. Également, parce que sinon, ça serait trop facile. La faille de sécurité dont on avait parlé un petit moment, il semblerait que ça affecte un peu plus d'utilisateurs d'Instagram que ce que Facebook avait laissé sous-entendre. Le fait que Facebook avait révélé que pendant très longtemps, par erreur, il stockait les mots de passe en clair de ses utilisateurs. Donc, ils avaient dit ça touche beaucoup Facebook et un tout petit peu Instagram. Eh bien, il semblerait que ça touche beaucoup plus Instagram que ce que Facebook a voulu laisser entendre et qu'il y ait des millions d'utilisateurs en plus sur Instagram qui soient touchés par cette faille et dont les mots de passe ont aussi été stockés en clair dans les bases de données de Facebook. Vraiment, toujours les meilleures pratiques. Stocker des mots de passe sans méthode de chiffrement, même si c'est en interne. Clap Facebook, chapeau bas. Vraiment génial. Bon, je vous invite tous à changer votre mot de passe Facebook, à changer votre mot de passe Instagram et à désinstaller Facebook au passage. Désinstaller pas Instagram, parce qu'Instagram c'est quand même bien mieux que Facebook pour les photos et tout. Mais Facebook, je pense que vous pouvez désinstaller aussi, quoi. c'est vraiment le même Snapchat a pas fait pire. Même Snapchat a pas fait pire. On va continuer les news avec des news qui concernent les consoles, avec potentiellement la Nintendo Switch qui va avoir du coup une version un petit peu plus low cost, une version un petit peu plus cheap qui devrait sortir très prochainement, mais en tout cas avant la version next-gen. Je l'avais dit, il se peut qu'à l'E3, Nintendo propose 2 nouvelles Switch, ou en tout cas dévoile 2 nouvelles Switch, une version un peu moins chère et une version un peu plus chère que la Switch actuelle. Il se peut que ce ne soit pas tout à fait les plans exacts que Nintendo ait prévus. Il se pourrait en fait que Nintendo sorte une version low cost, un peu plus cheap de la Switch, potentiellement qu'il l'annonce lors de l'E3, donc qu'elle sorte assez prochainement, pour temporiser la sortie d'une version next-gen pour un petit peu plus tard. Donc en gros, au lieu d'annoncer les 2 modèles en même temps lors de l'E3, il se peut qu'il y ait juste un des 2 modèles qui soit annoncé à l'E3,
le modèle un petit peu moins cher qui sortent assez prochainement. Et que la version next-gen de la Switch, donc plus puissante, etc., meilleur écran, meilleure résolution, sortent plus tard. On va pas exclure la possibilité qu'ils annoncent les deux à l'E3 avec la version low cost qui sort tout de suite ou juste après et la version next-gen qui est annoncée pour l'année prochaine. Mais à mon avis, ils vont juste en annoncer une lors de l'E3. Voilà. Également, il y a une nouvelle Xbox qui va voir le jour le 7 mai. La Xbox One Digital Edition. Donc l'édition sans lecteur de CD. En gros, c'est la même qu'une Xbox One, sauf que vous enlevez le lecteur Blu-ray. Et je pense que vous avez un disque dur de 1 Tera. Quelque chose comme ça. 500 Go ou 1 Tera. Je pense que c'est 1 Tera. Donc ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ça sort le 7 mai et ça va coûter 250$, ce qui est toujours assez cher, je trouve. Parce que c'est juste au final un rabais de 50$ sur la Xbox One X qui vient avec le lecteur Blu-ray et un disque dur d'1 Tera également. Je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est que ça montre la volonté de Microsoft d'aller sur le dématérialisé. xCloud, ils ont montré xCloud, le service qui est censé concurrencer un petit peu Google Stadia, fait par Microsoft. Le Game Pass Gold, etc. La rétrocompatibilité des jeux, le cross-platform entre PC et Xbox One. Microsoft essaie de pousser vers le dématérialisé, vers le tout en ligne, ou presque en tout cas. Ils essayent un petit peu et je trouve que cette Xbox-là va dans ce sens. Pas sûr que la version toute digitale de cette Xbox One trouve sa place et trouve son public, peut-être. J'en doute. Surtout que Microsoft est attendu à l'E3 pour présenter sa prochaine Xbox. Donc, on va voir. Bon. En attendant, Ubisoft, vous êtes au courant, la cathédrale Notre-Dame a un petit peu brûlé. C'était un petit peu chaud à Paris la semaine dernière. La ville était un petit peu enflammée, surtout la cathédrale. Triste nouvelle. Mais de ça, Ubisoft a décidé de faire un petit geste et de donner Assassin's Creed Unity. Voilà. Vous pouvez dès à présent, même depuis le début de cette semaine, et ce jusqu'au 25 avril, vous pouvez aller sur Uplay, sur le magasin Uplay, et récupérer Assassin's Creed Unity pour la modique somme de 0€. Voilà, c'est absolument gratuit. Ubisoft offre Assassin's Creed Unity parce que c'est l'Assassin's Creed qui se passe à Paris. Vous aurez l'occasion d'arpenter les rues de Paris lors de la Révolution, de monter sur Notre-Dame et de la voir entière, non cramée, ce qui est plutôt une bonne chose. Surtout que Notre-Dame a presque été refaite, je pense, à l'échelle 1 dans le jeu et la reproduction est extrêmement fidèle dans Assassin's Creed Unity. Donc vous avez jusqu'au 25 avril, 8h du matin pour récupérer votre copie du jeu sur Uplay. Voilà. Ne tardez pas, parce qu'après le 25, ce sera trop tard. Donc faites-le maintenant. On va continuer avec Nvidia. On en avait parlé un petit peu lors, je sais plus lors de quelle conférence qu'ils avaient donné. Ils avaient montré Quake 2 avec du ray tracing. Donc on avait déjà montré Quake 2 avec du path tracing qui avait été fait par un mec, un chercheur, etc. Mais en fait ce chercheur-là avait été ensuite rembauché par Nvidia, ou en tout cas débauché par Nvidia pour continuer sa recherche et continuer ce qu'il faisait avec l'aide d'Nvidia sur Quake 2 pour le rendre totalement ray tracé. Et donc ils avaient montré une version de Quake 2 avec du ray tracing lors de la GTC 2019 qui était absolument magnifique. Je veux dire, c'était vraiment beau. Ce qu'ils avaient montré, c'était splendide. Eh bien, Nvidia, c'est dans les plans d'Nvidia de sortir une version open source de Quake 2 Ray Tracing qui tourne du coup sous Vulkan avec du Ray Tracing et qui est absolument splendide. Donc ils veulent sortir une version open source qui soit disponible pour tout le monde et que tout le monde puisse essayer Quake 2 avec le RTX pour voir comment c'est beau. En tout cas, toutes les personnes qui ont des cartes qui peuvent faire tourner correctement le Ray Tracing. Donc c'est plutôt
plutôt une bonne chose. On n'a pas de date, on n'a pas de période précise, mais c'est dans les plans d'NVIDIA de sortir une version open source de Quake 2 Ray Tracing. Voilà, je trouvais que c'était une bonne chose à noter et à souligner. Pour une fois qu'NVIDIA essaie de sortir un truc qui soit open source, faut quand même mettre le doigt dessus et pas l'oublier. Voilà. Bon, on va passer sur la grosse news de cette semaine qui concerne la PlayStation 5. Alors, PlayStation 5, pourquoi on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine pour qu'on parle de la PlayStation 5? Eh bien, je vais vous dire, en fait, il s'avère que durant cette semaine, pour une interview pour le magazine Wired, qui est un magazine anglophone, Mark Cerny, voilà, ce petit monsieur-là, qui est un programmeur qui bosse sur la PlayStation 5 pour Sony. Donc, pour cette entrevue, il aurait dévoilé des informations sur la prochaine console de Sony. Notamment, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur cette petite PlayStation 5? Selon lui, je vais plutôt prendre cet article-là qui est un petit peu plus complet. Selon lui, ça serait basé sur AMD Zen 2. Bien évidemment, ça c'est pas nouveau, ça on le savait. Ça va être basé sur de l'architecture Zen 2, donc du Ryzen 3000, etc. Pas du Ryzen 3000, mais un dérivé, puisque sur PlayStation et sur console, c'est un petit peu fait à leur sauce, mais sur la nouvelle architecture d'AMD, avec un processeur graphique qui soit du Navi. Là où il a donné des informations en plus, c'est que, oui, la PlayStation 5 sera compatible avec le ray tracing en temps réel et pourra faire du ray tracing en temps réel. Donc pour lui, ça se basera sur un CPU en architecture Zen 2, sur un processeur graphique à l'architecture Navi qui va supporter le ray tracing. Au niveau du processeur, on parle de 7 nanomètres bien évidemment, mais surtout d'un octa-cœur, donc un processeur 8 cœurs, avec potentiellement 16 fils de calcul. Pour la partie GPU, on n'a aucune idée du nombre de cœurs, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que le processeur graphique supportera le ray tracing. Est-ce que ce sera du ray tracing avec une partie dédiée comme le fait Nvidia? Est-ce que Navi va faire comme fait Nvidia avec une partie dédiée pour le ray tracing? Ou est-ce que ça va se baser essentiellement sur ce qu'offrent les moteurs 3D à l'heure actuelle, comme on a pu voir avec le CryEngine, avec le Unreal Engine ou avec Unity, qui incorporent de plus en plus du ray tracing dans leur moteur? On ne sait pas encore exactement quelle version ce sera, mais ça sera du ray tracing en temps réel. Avec aussi potentiellement, pas seulement du ray tracing, pas seulement pour les graphismes. C'est ce qu'il a dit également, c'est que le ray tracing pourrait être utilisé au-delà des graphismes et du visuel pour les jeux. Il pourrait aussi l'utiliser pour le son, pour la PlayStation 5. Parce qu'effectivement, le ray tracing peut être utilisé pour beaucoup de choses. Le son, c'est comme la lumière, c'est une onde qui se propage. Donc tu peux faire la même chose que tu fais avec la lumière. Avec le ray tracing, tu peux suivre une onde sonore, voir quel type de matériau cette onde va rencontrer. Est-ce qu'elle va passer à travers ce matériau? Donc quelle est la partie qui va être diffusée à travers le matériau? Est-ce qu'elle va se réfléchir sur ce matériau, etc., etc. Donc comme ça, tu peux avoir un son qui soit beaucoup plus immersif et beaucoup plus cohérent avec la réalité. Si tu as des sons qui arrivent sur de l'eau, il y a une partie qui va être diffuse dans l'eau, qui va changer les propriétés du son, etc. Une partie qui va être réfléchie, etc., etc. Donc, il a dit, le ray tracing pourrait être utilisé également pour le son. Pour le pas des joueurs, les footsteps, donc les joueurs qui marchent aussi, pour avoir des sources audio qui soient mieux placées dans l'espace, qu'on ait une plus grosse immersion, etc. L'autre news dont il a parlé, c'est que à la place du disque dur, on pourrait voir l'arrivée d'un SSD. Est-ce qu'il parle d'un vrai SSD ou est-ce qu'il parle d'un SSHD? On n'en a aucune idée. Est-ce qu'on va voir un truc comme un SSD en SATA, donc qui va être un SSD qui pourrait être assez gros, qui pourrait faire 500 Go, 1 Tera, parce que les SSD en SATA coûtent moins cher? Est-ce qu'on est plutôt sur un SSD
en NVMe avec des vitesses beaucoup plus élevées, donc qui se basent sur la norme PCI Express, mais qui du coup sont beaucoup plus chères, et ça serait très dur d'avoir 1 Tera de SSD NVMe, parce que, pour information, 1 Tera en disque dur classique, ça coûte 40 balles. Si on passe sur du SSD en SATA, ça va coûter 100-120 euros. Donc ça double déjà, voire même triple le prix. Si on passe sur un SSD en NVMe qui est encore plus rapide, ça va être c'est du 250 euros. Donc ça serait un budget assez conséquent pour le stockage. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment. Est-ce que ça sera plutôt un truc comme un SSHD ou potentiellement un truc qui soit comme la technologie Intel Optane? Vous savez, AMD a sorti un peu sa version du Intel Optane, où en gros vous pouvez utiliser un disque dur avec un plus petit SSD et créer juste un seul volume, comme ça, pour faire comme un SSHD, mais un petit peu un SSHD custom. On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent passer sur du système de stockage plus rapide, histoire d'avoir des temps de chargement qui soient beaucoup plus courts. Il a donné un exemple, il a même donné un exemple lors de l'interview. Il disait, sur Spider-Man, donc The Amazing Spider-Man, le jeu qui est sorti l'année dernière, sur PlayStation 4, lorsque vous faites des voyages rapides d'un point de la ville à un autre, ça vous prend environ 15 secondes de chargement sur la PlayStation 4. Avec le kit de développement de la PlayStation 5 sur lequel il travaille, ça prendrait moins d'une seconde. Ça prendrait 0,8 secondes. Parce que notamment le stockage qu'ils utilisent est plus rapide. Donc on ne sait pas. On ne sait pas encore si ça sera du SSHD, du SSD en SATA, du SSD en NVMe. Mon meilleur guess, ça serait qu'ils utilisent du SSHD. Donc un petit SSD en NVMe de taille assez petite, que ce soit je pense du 64 Go ou quelque chose comme ça, avec un disque dur derrière mécanique et qui combine les deux pour faire un SSHD. Grosso modo. À mon avis, ça sera quelque chose comme ça. Un truc qui pourrait ressembler à ça. Ou alors un SSD en NVMe de petite taille avec un SSD en SATA de grosse taille pour le stockage. Ça permettrait de minimiser les coûts. Bon, également, ce dont ils ont parlé, c'est la date de sortie, environ. Ils n'ont pas dit de date exacte, mais ils ont dit ne l'attendez pas pour cette année, mais plutôt pour 2020. C'est ce qui est dans ce tweet-là. Ne l'attendez pas pour 2019, mais la prochaine console de PlayStation va arriver. Donc on l'attend en fait pour le 2e ou le 3e trimestre de 2020. Donc quelque part entre avril et août 2020. Donc potentiellement, je pense qu'elle sera complètement... Ils vont peut-être en parler un peu avant, mais je pense que le gros annoncement pour la PlayStation 5, ce sera lors de l'E3. Là où ils vont annoncer, ils vont la montrer complètement. Je pense qu'en gros, lors de l'E3 l'année prochaine, pas l'E3 2019, parce que Sony ne va pas à l'E3 2019, mais il se peut qu'ils en parlent vers la fin d'année, qu'ils montent des premiers prototypes, etc., etc. Mais à mon avis, lors de l'E3 2020, comme on sera très très proche de la date de sortie, elle sera déjà testable et essayable. Il y aura déjà, à mon avis, des démos, ils vont la montrer sur scène, etc., etc. Ah, tu me dis qu'ils pouvaient aussi également partir sur du Optane. Oui, je sais, mais je pense que Optane, comme c'est Intel et qui sont plutôt AMD côté architecture, CPU, processeur graphique, ça m'étonnerait qu'ils partent sur un truc Intel pour le stockage. C'est pour ça qu'à mon avis, ils vont plutôt faire un truc un peu hybride et pas forcément du Intel Optane. Également, ce qu'on sait, ce qu'il a dit également, c'est que ça sera rétro-compatible avec les jeux de PlayStation 4. Donc en gros, la PlayStation 5 pourra lire les jeux de PlayStation 4 sans aucun souci. Ce qui est également une bonne chose parce que toutes les personnes qui, comme moi par exemple, attendent la PlayStation 5 pour les exclus, pour jouer, etc., pour acheter une console, parce que j'ai pas envie d'acheter une PlayStation 4 maintenant. J'ai pas envie de dépenser 200 balles pour acheter une PlayStation 4 maintenant, sachant que la PlayStation 5, je sais qu'elle va sortir prochainement. Je préfère attendre et acheter la PlayStation 5. Eh bien, ça me fait plaisir la rétrocompatibilité, parce que ça veut dire que tous les jeux qui sont sortis sur PlayStation 4 et auxquels j'aurais aimé jouer, je vais quand même pouvoir y jouer une fois que j'aurai ma PlayStation 5. Voilà, genre God of War, genre Horizon Zero Dawn, Amazing Spider-Man et tout et tout.
Voilà. Tu peux utiliser Optane avec la technologie Stormy d'AMD. Non. Alors, c'est pas Optane, justement, parce que Optane, c'est propriétaire Intel. Mais la technologie qu'a mis en place AMD, qui est un petit peu la même chose qu'Optane, mais c'est pas tout à fait pareil, ça s'appelle Stormy. Et c'est fait par AMD. Et ça se peut qu'ils utilisent ça, effectivement. Je verrais plus cette technologie Stormy de chez AMD plutôt que du Intel Optane d'un point de vue du stockage chez Sony. Voilà. Voilà. La seule chose dont ils n'ont pas parlé, c'est le prix. Et quand je vois les caractéristiques qui nous annoncent ou qui nous font miroiter, le prix va forcément être plus élevé que la PlayStation 4 et même que la PlayStation 4 Pro qu'on a à l'heure actuelle. Ça va forcément être plus cher. On a un stockage qui est meilleur, on a un pros qui est meilleur, on va avoir du ray tracing, donc une partie graphique qui va quand même être puissante, etc. Mais rien que pour le stockage, passer d'un disque dur à du SSD, ça va forcément avoir un coût et ça va forcément se faire ressentir sur le prix final de la console. Donc à mon avis, la PlayStation 4 à son lancement c'était 399 €, donc 400 €. Je m'attends à voir la PlayStation 5 à pas moins de 499 €, donc de 500 €. Aller en dessous de ça, ça va être très difficile. À mon avis, le prix de base, ça va être 500 €. Peut-être qu'ils vont faire 2 variantes avec plus ou moins de stockage, tu vois. Mais à mon avis, le prix de base, ça va être 500 €. Voire un petit peu plus. Il y a aussi un brevet pour la rétrocompatibilité PS1, PS2, PS3, PS4. Ça serait plutôt bien de pouvoir faire une rétrocompatibilité entre toutes les consoles. Ils pourraient faire ça, à mon avis, avec des émulateurs qui soient déjà préinstallés sur la PlayStation 5, pouvoir faire de la rétrocompatibilité avec la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, et qu'en gros tu puisses télécharger les jeux sur un store pour la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, et que ça tourne sur un émulateur sur la PlayStation 5. Ça pourrait être pas con comme idée en vrai. Voilà. Bon. Voilà, c'est à peu près toutes les news qu'on a pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.